Bonjour à vous, chères poditrices et poditeurs. Dans Parlons pratique, on s'est déjà demandé ce que l'Anthropocène faisait à l'école et comment les enseignants pouvaient prendre en compte ces transformations auxquelles notre monde est confronté. Aujourd'hui, on souhaite mettre le projecteur sur les élèves qui seront en première ligne de ces changements dans les années à venir et particulièrement celles et ceux qui ont accepté de s'engager dans leur collège, dans leur lycée, les fameux éco-délégués. Mais qui sont-ils? Que font-elles? Est-ce qu'être éco-délégué, c'est aussi un moyen de combattre l'éco-anxiété? Entre petits gestes du quotidien et projets plus ambitieux, il y a bien des façons d'être éco-délégué. Alors comment les adultes peuvent-ils les accompagner et les valoriser? Nous sommes avec une chercheuse et une enseignante qui plaident pour qu'ils puissent développer leur pouvoir d'agir au sein de l'établissement. Et on verra que les obstacles peuvent être nombreux. Suivez-nous donc dans ce nouvel épisode de Parlons pratique. Éco-délégués, donnons-leur le pouvoir d'agir. Et avant de nous lancer, commençons par remercier nos deux invités qui ont accepté d'enregistrer cet épisode pendant leur congé, depuis leur lieu de villégiature, ce qui explique aussi la qualité de son, pas aussi optimale que d'habitude dans Extra Classe. Evelyne Bois, bonjour. Bonjour Régis. Alors vous êtes maîtresse de conférences en sciences de l'éducation et de la formation à l'Université d'Orléans. Vous enseignez à l'INSPE Centre Val-de-Loire et vous êtes membre du laboratoire Équipe de recherche, contexte et acteurs de l'éducation à l'Université d'Orléans. Vous vous intéressez notamment aux pratiques des enseignants dans le cadre de l'éducation au développement durable et au développement de l'éco-citoyenneté des élèves. C'est bien ça ? C'est bien ça, Régis. Alors, une question express pour commencer, Madame Bois. Vous parlez de héros ordinaires à propos des éco-délégués. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Alors, je reconnais, les mots choisis sont forts, effectivement, mais en lisant les textes qui font référence pour les éco-délégués, eh bien, on se rend compte que les attentes sont très, très fortes. Un éco-délégué, il doit être décideur, il doit être ambassadeur d'un projet, il doit être copilote et garant de l'atteinte des objectifs de ce projet. En somme, un chef de projet en herbe qui doit mettre en place des actions permettant au sein de son établissement de lutter contre le changement climatique, alors que les adultes ne le font pas ou n'y arrivent pas. Donc bref, un héros ordinaire. Effectivement. Sandrine Ossour, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure de SVT au Collège Saint-Exupéry de Saint-Jean-de-Bray, également référente EDD dans votre établissement, entre autres choses. Et vous êtes particulièrement en charge donc, de l'accompagnement des éco-délégués. Alors, si vous deviez convaincre un élève de devenir éco-délégué, et c'est ainsi, mais en fait, ça, c'est quand vous devez convaincre un élève de devenir éco-délégué, qu'est-ce que vous lui dites? Alors, je lui dis, et si tu changeais le monde? Est-ce que tu as des idées d'action? Quelles sont tes envies de changement au niveau du collège? Et puis après, je lui parle aussi de ce que ça va lui apporter sur sa formation. Il va apprendre de nouvelles compétences, apprendre des notions, apprendre à parler en public, apprendre à agir et puis rencontrer d'autres jeunes, rencontrer des jeunes d'autres établissements et puis des jeunes aussi par rapport à la citoyenneté mondiale lorsqu'on fait des rencontres avec l'UNESCO ou autre. Voilà, donc c'est une ouverture au monde. Allez, on entre tout de suite dans la première partie d'émission. On va commencer par faire un état des lieux sur les éco-délégués, leurs motivations, leurs actions. On a appelé cette partie « Rôle et limites des éco-délégués ». Alors, hasard improbable, incroyable, je ne sais pas comment le dire, mais pendant l'enregistrement de cet épisode, on s'est rendu compte que Laure, qui est stagiaire à l'atelier Canopée de Lyon, est éco-déléguée. Et là, on s'est dit avec Hélène, non mais c'est impossible qu'on ne lui tende pas le micro. Elle fait partie des premières concernées. Bonjour Laure. Bonjour. Tu nous as dit que tu es éco-déléguée depuis 4 ans. Alors, on a envie de savoir en premier lieu, pourquoi tu as choisi de devenir éco-déléguée? Pour plusieurs raisons. Déjà parce que j'avais envie de me rendre utile à la vie au collège. Et aussi parce que j'aime beaucoup participer à plein de clubs et être investie dans ma vie de collégienne. Est-ce que, comme Madame Ossour l'a dit tout à l'heure, tu as l'ambition de changer le monde aussi un petit peu à ton échelle? En effet, sur plusieurs plans, que ce soit égalité filles-garçons ou alors nettoyer la cour de récréation ou des sujets comme ça. Donc j'ai envie de me rendre utile et d'aider les autres.
D'accord, on reviendra à toi alors tout à l'heure. On a envie que tu éclaires nos regards sur ces questions à l'aune de ce que vont dire Madame Bois et Aussour. Evelyne Bois, en 2021, vous avez mené une recherche sur les éco-délégués. Vous vous êtes entretenu avec un certain nombre d'entre elles. Qui sont ces éco-délégués ? Est-ce que Laure Fééco est représentative quelque part de ceux avec qui vous avez échangé ? Et comment et pourquoi est-ce que des élèves deviennent éco-délégués ? Alors, il me semble que Laure est tout à fait représentative des éco-délégués que nous avons rencontrés. Dans les recherches que nous avons menées, les élèves nous ont expliqué qu'ils avaient différentes motivations finalement pour s'engager en tant qu'éco-délégués, parce que c'est un engagement. Donc, il y a déjà, bien sûr, agir pour sauver le monde, pour le changer. Ça, vraiment, c'est une grande motivation chez eux. Agir, la volonté d'agir au sein de l'établissement, voire au-delà. Mais ils pensent que c'est une bonne échelle et on leur propose de le faire. Et puis, il y a aussi, chez un certain nombre d'entre eux, un sentiment de responsabilité. Ils sentent qu'il y a que le monde ne va pas bien, que l'environnement n'est pas en forme. Ils en entendent souvent parler quand même, que ce soit sur les réseaux sociaux, à la télé ou chez eux, ou ils en parlent entre eux. Donc un sentiment de responsabilité. Et puis il y a également des influences, voilà ce que je vous disais, la famille, les amis, qui vont les motiver à rentrer dans ce dispositif d'éco-délégués, puisque parfois des élèves nous disent mes parents sont impliqués dans une association zéro déchet, donc moi j'ai voulu faire la même chose au niveau de mon collège par exemple. Donc ça, c'est des grandes influences. Et puis les amis, il y en a qui accompagnent leurs amis. Il y en a un qui est éco-délégué, j'y vais aussi parce que je vais partager des choses avec lui. Sandrine Aussour, vous, dans votre établissement, vous avez fait un choix qui est particulier, c'est qu'en général, on parle des élections des éco-délégués. Vous, c'est plutôt sur la base du volontariat. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce que ça change et pourquoi ce choix-là a été fait pour enrôler un peu ces éco-délégués ? Alors, on a choisi ce dispositif pour avoir des élèves justement réellement motivés et pour pas qu'il y ait de compétition aussi. C'est un dispositif ouvert, c'est-à-dire tout au long de l'année, s'ils le souhaitent, des élèves peuvent rejoindre le dispositif. Et de même, s'ils veulent arrêter, c'est aussi possible. Donc, ce qui fait que ça crée un noyau vraiment d'élèves motivés. Alors, cette année, on avait des classes où il y en avait beaucoup, d'autres moins. Donc, peut-être que l'année prochaine, on va refaire. Pour l'instant, c'était la CPE qui passait dans les classes. Le recrutement s'effectuait en même temps que celui des délégués. Alors ça, c'est quelque chose qu'on va peut-être changer l'année prochaine, de manière à avoir plus de représentativité dans toutes les classes. Voilà, donc c'est un dispositif. Ça varie aussi en fonction des équipes de direction. L'organisation. Donc là, pour l'instant, ça fonctionnait comme ça. On verra si on change. L'important, en fait, dans les éco-délégués, c'est d'avoir des élèves motivés. Alors, on ne peut pas parler d'éco-délégués sans parler des enseignants référents qui les accompagnent. Vous en êtes une, Madame Aussour. On vous propose d'écouter un extrait d'une vidéocanothèque sur l'accompagnement des éco-délégués qui donne la parole à Raphaël Grasse. Il est professeur d'histoire-géographie dans un collège dans l'Isère. Quand j'ai commencé à animer les réunions des éco-délégués, c'est moi qui apportais les projets et du coup on travaillait ensemble. Et puis petit à petit, je me suis rendu compte que ces projets ne répondaient pas forcément à leurs objectifs et je leur ai donné la parole. Et petit à petit, j'en suis arrivé à ce que ça soit eux qui me proposent des projets, qui les construisent donc durant ces réunions, mais aussi en dehors du temps scolaire. Et dans une démarche de projet. Ce qui va favoriser une cohésion d'équipe, parce qu'ils vont se retrouver par thématique, ils choisissent, ils présentent leurs projets, leurs propositions de projet, et puis ils fédèrent d'autres élèves, d'autres classes, et ils travaillent ensemble tous. Donc on a vraiment une dynamique d'éducation des pairs par les pairs. Et ça, c'est très positif de les voir progresser, de faire des concessions, des compromis, de revenir en arrière, de s'entraider pour dire, ou de se partager le travail. Evelyne Bois, on vous a vu
marqué d'un oui au début de cet extrait où cet enseignant nous fait part de ce que vous appelez une forme d'adultisme. Vous pouvez nous en dire plus sur cet écueil du côté des éco-délégués ? Alors, c'est pas que au niveau des éco-délégués, hein, ça marche dès qu'il y a des dispositifs finalement à l'école particulièrement pour les élèves pensés par des adultes. Donc en fait, on minimise le fait qu'ils soient capables de faire des choix, le fait qu'ils soient capables de faire des propositions. Ce qui fait que il y a un moment, il y a un décalage qui se crée entre ce que les élèves éco-délégués, particulièrement puisqu'on parle d'eux aujourd'hui, un décalage entre ce qu'ils souhaitent et ce qu'on les incite à réaliser. Mais là, très clairement, le référent, s'est tout à fait rendu compte de ce décalage et il a changé finalement sa manière d'accompagner. Puisque vraiment l'accompagnement, me semble-t-il, c'est vraiment un levier très très important pour que le dispositif fonctionne au sein des établissements scolaires. Sandrine Osso, est-ce que vous vous retrouvez aussi un peu dans ce témoignage de référence ? C'est-à-dire vous êtes un peu quand même le pivot et puis vous devez être à la fois à l'écoute et en même temps moteur. Comment est-ce que vous vivez ce rôle ? Alors moi, je dirais qu'il y a les deux cas. C'est-à-dire que nous, historiquement, au collège, on est parti, on a commencé les éco-délégués parce que c'est un élève qui a proposé de trier les bouchons avec une association, l'association Bouchons d'Amour. Donc on a commencé par faire du tri. Après, on a travaillé sur le gaspillage alimentaire, des choses assez classiques, le tri du papier. Mais on est toujours parti de préoccupations d'élèves. Par exemple, il y a une élève qui voulait créer un potager au collège. Et donc, on a mis 3 ans à réaliser son projet en nous saisissant d'un budget participatif de la ville de Saint-Jean-de-Bray. Après, il y a des élèves qui ont voulu créer dans le hall du collège un coin zen. Donc à ce moment-là, on a fait appel au budget participatif du Loiret. Donc je trouve que c'est important de partir des préoccupations des élèves. Et c'est à nous il y a aussi, on est sollicité pour d'autres projets qu'on leur propose. On leur propose aussi des missions. Alors il y a eu d'autres, par l'intermédiaire d'une fondation de sciences, la fondation La Main à la Pâte et de la Maison pour la Science, on a proposé aux élèves d'installer une ruche au collège. Voilà, donc ça c'est... Et après, on l'a financé grâce au budget participatif aussi du Loiret. Donc, il y a les deux. Des élèves sont force de proposition et nous, on les accompagne en saisissant en trouvant des solutions concrètes. On a forcément très très envie d'entendre Laure sur cette question. Et si on avait une question pour toi, Laure, c'est dans tes pratiques là, en tant qu'éco-délégué pendant ces 4 années, quelle était la place de tes camarades éco-délégués et toi-même dans la proposition des projets face aux propositions des enseignants, de l'établissement ? Quelle marge de manœuvre tu as trouvé pour proposer des choses ? Souvent, c'était les adultes qui nous proposaient de faire des projets tels que la visite d'un lycée spécialisé dans l'agriculture ou alors la fabrication d'hôtels à insectes. Mais on a eu également des propositions d'élèves telles que la sensibilisation dans les classes ou la mise en place de plantes dans toutes les salles de classe de mon collège. Et est-ce que tu penses que tu aurais besoin de plus de liberté ? Tu as envie de proposer plus de choses ? Est-ce que comment tu verrais, de ton point de vue, encore une fois, des points d'amélioration pour que ça fonctionne peut-être encore mieux ? Pour moi, il faudrait que les adultes soient encore plus entreprenants pour nous aider encore plus à réaliser des projets tels que la végétalisation de notre cour de récréation. Et sinon, on est quand même pas mal écoutés pour tous nos projets. Donc une expérience plutôt positive, vécue positivement par Laure. Evelyne Bois, est-ce que c'est toujours le cas ? Est-ce que ce cas qui est un petit peu emblématique du rôle des éco-délégués, il est général ? Moi, j'ai lu un article dans lequel vous dites qu'il y a quand même parfois un petit décalage entre les attentes et puis ce que réellement, la place réellement qu'on laisse aux éco-délégués. Alors, il y a un décalage, mais ça leur apporte tous quelque chose de toute manière, automatiquement.
Le fait d'avoir envie d'agir déjà et de se proposer pour être représentant au sein de l'établissement, c'est très positif. Mais même s'il y a un décalage et que il y a des fois il y a une frustration, hein, puisque des fois ça n'avance pas, les élèves on les écoute pas. Il y a un effet établissement, me semble-t-il, lié à l'accompagnement qu'ils peuvent avoir. Mais pas uniquement. Hein. Des fois, les élèves, ils se désengagent très rapidement parce qu'ils ne s'y retrouvent pas. Hein. Quand on a interviewé des éco-délégués, certains nous ont dit l'année prochaine, j'y retourne pas parce que ça me convient pas. Mais pour autant, lorsque ça fonctionne, les élèves développent une confiance en eux, ils sont joyeux, ils sont heureux de partager des choses entre eux. Donc vraiment, ils développent leur citoyenneté, ils se développent en tant que personne et en tant que citoyen de toute manière. Donc ça, c'est très très positif et c'est, je crois, presque même le plus positif dans ce dispositif, c'est ce que ça leur apporte eux personnellement. Vous vouliez réagir, Sandrine ? Oui, je voulais dire que par rapport à ce temps, les éco-délégués, une éco-déléguée me faisait la réflexion justement qu'elle se rendait compte que le temps des adultes, les difficultés à mettre en œuvre un projet au niveau du temps que ça prenait, la temporalité et le problème de l'argent. Cette année, dans notre mission 4, ambassadeurs des solidarités, des élèves recherchent un sponsor pour recharger en protection périodique un distributeur qu'on a dans les toilettes. Elle démarche des sponsors, elle se rend compte que c'est pas facile. Donc, au cours de 2 réunions qu'on a faites, ça fonctionnait pas, on envoyait des lettres, etc. Et là, je viens juste d'être contactée par un sponsor qui a répondu. Donc, à la rentrée, je vais leur dire. Voilà, donc c'est un exemple. Un autre exemple sur l'engagement, j'ai des éco-délégués l'année dernière qui ont contacté le Secours populaire pour faire une collecte. Cette année, elles le refont et en même temps, elles sont engagées en dehors du collège dans cette association. Voilà, donc ça, c'est positif. Il y a des limites, le temps, l'argent, mais on arrive à avoir des élèves qui s'engagent même dans leur vie en dehors du collège. Donc, c'est des engagements citoyens. Oui, Evelyne. Il y a également le manque de reconnaissance, parfois, au niveau d'un établissement, au niveau des pairs. Donc, les éco-délégués ne se sentent pas forcément reconnus par leurs camarades. On a eu des éco-délégués qui nous ont dit, on nous dit, vous servez à quoi ? Il y a déjà les délégués. Donc, vous êtes complètement inutile. Et puis, comment on valorise finalement ce dispositif pour les élèves, puisque quand même, c'est un investissement en temps également pour eux. Comment on le valorise au sein d'un établissement, sur leur dossier scolaire. Ça fait partie des éléments qui sont à creuser et qui peuvent permettre également, je pense, de débloquer des situations qui parfois frustrent les élèves. Alors, on entend quand même dans tout ce que vous dites, et puis Laure opine à côté de moi du chef, plusieurs choses que vous avez dites, notamment le temps des adultes, qui paraît extrêmement long. Bon, on entend bien que c'est très dépendant finalement de ce qui se passe dans chaque établissement, des projets qui sont proposés. Alors, ce qu'on vous propose, c'est de rentrer dans le deuxième temps de cet épisode. On va aller regarder de plus près ce qu'on peut proposer pour que ça soit justement une expérience satisfaisante. Donc, on rentre dans ce temps de l'éco-geste à la transformation. Et Sandrine, vous avez commencé à en parler et j'aimerais bien que vous nous disiez un petit peu quel type de projets sont porteurs. Il y a des projets qui peuvent être assez ambitieux, puis peut-être d'autres qui sont plus modestes. Dites-nous un petit peu quelle est la bonne échelle pour travailler avec les élèves. Je pense qu'il n'y a pas de bonne échelle. Chaque établissement travaille avec son ADN. L'important, c'est de partir des préoccupations des élèves au départ. Et puis, nous, on travaille par rapport aux objectifs de développement durable aussi. Une fois que l'élève propose un projet, après, on voit à quel ODD ça se rapporte. Et puis, on fonctionne aussi avec tous les partenariats, parce qu'on n'est pas isolé. On répond à des demandes aussi extérieures, notamment on travaille avec la ville. Donc, au départ, historiquement, par exemple, quand la ville est passée au 0 pesticides, on a travaillé avec une association, Loire et Nature Environnement, et ça nous a donné envie de créer une zone de biodiversité dans le collège.
Donc après, on a planté une jachère fleurie avec les élèves. Il y a eu le projet de potager. Donc ça, c'est un exemple. On a travaillé sur le changement climatique en partenariat avec un météorologue, Alain Lambert, et avec Météo France. Et après, on a fait un dialogue climatique. On a fait une manif au Collège pour le climat. Voilà, donc ça, c'est un autre exemple sur la thématique. On a planté, pour la Journée mondiale du climat, on a planté des arbres. On essaie de faire des choses concrètes. Et on saisit tout le budget participatif pour transformer notre collège. On a mis un apiscope, on a mis un coin zen. Et là, cette année, les élèves ont voulu changer la cour. Donc, on a déposé un budget participatif aussi pour transformer la cour et notamment mettre des jeux. On a remarqué que c'était surtout les garçons qui investissaient toute la cour. Donc, les filles ont voulu créer des zones où elles puissent être bien en mettant du mobilier, etc. Mettre des jeux amovibles parce qu'ils se sont rendus compte le prix d'un banc. Un banc, ça coûte extrêmement cher. On ne peut pas mettre n'importe quel mobilier. Il y a des règles. Donc ça, on retourne dans le monde des adultes. Quand on fait les devis, c'est très, très cher. Voilà, donc ça, c'est un des projets de l'année. Organiser la cour de façon à ce que ce soit agréable pour les élèves. On voit là, Evelyne Bois, des projets concrets, des projets qui se frottent au réel, hein, elle le dit presque comme ça, Madame Aussour, d'ampleur, de différents niveaux. Parfois, vous dites que les éco-délégués ou leurs projets sont un peu une vitrine verte. C'est pas du tout le cas là, mais justement, comment on passe de vitrine verte à transformation durable? Alors, bonne question. Je vous remercie. Alors là, dans les exemples proposés par Sandrine, on est vraiment dans les éléments vers lesquels on voudrait tendre, hein, et qui sont mis en avant très clairement sur le site du ministère par rapport aux éco-délégués. En revanche, on n'a pas toujours ça, et loin de là. Je pense qu'il y a des passages obligés, hein, même si on commence par des éco-gestes, eh bien on commence petit à petit et puis on grandit. Élèves et référents EDD ont grandi ensemble pour faire des choses de plus grande ampleur. Je pense que c'est l'accompagnement, hein, vraiment. Je ne voudrais pas que vous ayez l'impression que je tourne en boucle sur ça, mais l'accompagnement change tout. L'accompagnement et la place que l'on laisse aux élèves, et puis la confiance, la relation qui se met en place entre le référent et les éco-délégués permet d'aller plus loin et permet de comprendre les rouages, hein, parce qu'il y a aussi ça qui va influencer finalement le passage de... on ramasse les poubelles de tri dans chaque classe, hein, parce que j'ai vu ça dans des établissements scolaires, hein, les éco-délégués faisaient ça. Ou comme action, on met un cendrier devant le lycée, alors qu'ils veulent sauver le monde et changer des choses. On est à des années-lumière, hein, quand même. Donc, l'accompagnement, finalement, de la personne qui accompagne aussi, hein. Donc, l'accompagnement du référent, l'accompagnement des éco-délégués, c'est vraiment pour moi les clés. Et réfléchir à la place que l'on laisse aux élèves dans ce dispositif. Et cette formation, hein, finalement, à laquelle je pense, vous appelez, Evelyne, à la fois des référents et des éco-délégués. Sandrine Aussour, est-ce que vous pensez que c'est une formation qui serait plutôt autour des connaissances ou plutôt autour de la méthodologie de projet ou comment faire émerger les idées? De quoi vous aviez besoin, vous, en tant que référente, quand vous avez démarré? Qu'est-ce que vous aimeriez avoir comme formation? Alors moi, quand j'ai démarré, je me suis rendue aux Journées académiques du développement durable à l'époque et j'ai rencontré des collègues et notamment Jean-Marc Sepso qui était un coordonnateur de l'UNESCO et c'est comme ça que je me suis formée. L'ouverture à la citoyenneté mondiale et moi ça m'apporte énormément. Alors ça on n'en a pas parlé mais nous on est un établissement Erasmus et lorsqu'il y a les élèves étrangers qui viennent, eh bien on fait des réunions avec les éco-délégués où ils échangent autour des objectifs de développement durable, notamment sous forme d'affiches. L'année dernière on a reçu les Tchèques et c'est des moments de partage qui sont vraiment chouettes à vivre. Et on se rend compte que tous les jeunes ont les mêmes préoccupations. Et aussi, vous parliez de comment valoriser les éco-délégués. Quand on fait des sorties entre établissements,
c'est des choses où il y a des moments de partage très, 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 très forts entre eux. Ils rencontrent des jeunes qui ont les mêmes préoccupations qu'eux, qui ont les mêmes envies. Ça, c'est très valorisant, je trouve. L'ouverture vers la cité aussi. On a fait beaucoup de choses avec la ville. On a notamment participé à l'évaluation de la ville en transition, où les élèves ont co-construit des questionnaires d'évaluation avec les élus. Et c'était aussi très, très enrichissant pour les élèves quand ils ont fait ça. Très valorisant pour eux et très formateur. Voilà, donc il ne faut pas rester enfermé sur son territoire, il faut s'ouvrir. Et c'est en échangeant avec. Donc moi, c'est par l'UNESCO en fait que je me suis formée, et aussi par la Maison pour la Science et par la main à la pâte. C'est les 3 organismes qui m'ont permis de me former pour encadrer ces jeunes. Dans ce que vous évoquez là, il y a effectivement ces fameux ODD, Objectifs de développement durable. Avec les éco-délégués, on est beaucoup plus ambitieux que juste l'écologie, comme on pourrait l'entendre au sens, on va dire, réduit du terme. Éco-délégué, on pense écologie. Et vous l'avez évoqué un peu en creux, aménagement de la cour, égalité filles-garçons. Il y a ces questions-là. Est-ce que dans les éco-délégués qui arrivent et dans les gestes de transformation profonds que vous appelez de vos voeux, Evelyne, ces questions-là, elles arrivent peut-être même avant parfois l'écologie au sens le plus réduit du terme ? Pas dans les entretiens qu'on a effectués, c'était vraiment agir pour la planète. Il y a un poids des responsabilités sur les épaules des élèves ou des jeunes, d'une manière générale. Ils ont des propos, ils nous disent que l'environnement il est complètement ruiné, qu'il s'est complètement dégradé. Donc on sent de l'éco-anxiété en fait derrière ces propos. Et on sait maintenant qu'un des moyens de sortir de cette éco-anxiété, eh bien finalement, c'est d'agir. Donc le premier point pour eux, enfin dans ceux que l'on a interrogés, eh bien c'est vraiment le changement climatique et agir pour l'environnement. C'est pas forcément lié à l'égalité filles-garçons. Pour autant, quand ils parlent de plus tard je m'engagerai, là arrive l'égalité filles-garçons puisque plusieurs nous en ont parlé. Mais également agir pour le bien-être animal. Ça fait partie des éléments qui sont très prégnants dans les discours des élèves et des choses qui sont sur le devant de la scène qui n'y étaient pas à nos générations, à nous en fait. Vous nous amenez, Evelyne Brouat, tout droit vers la 3e partie de cette émission, où on va penser ou réfléchir à cette dynamique collective. On n'est pas que dans l'individualité, loin de là, ça ne fonctionnerait pas sinon du côté des éco-délégués qui ne sont pas des acteurs isolés. Le moteur d'un véritable changement, on l'espère, c'est l'engagement, un projet collectif. Alors Sandrine Aussour, dans le côté projet collectif, il y a forcément projet d'établissement et l'engagement de tout l'établissement. En préparant cette émission, vous nous avez parlé, moi j'ai noté l'expression, ça m'a marqué, de montagne russe selon la gouvernance de l'établissement. Ça veut dire que c'est d'autant plus important. Oui, alors en fait, moi ça fait un moment que je suis dans mon établissement, mais les directions passent et elles ont toujours été d'accord pour faire du développement durable. Après, quand une nouvelle équipe arrive, elle a d'autres choses à faire. Donc, il faut repartir parfois de zéro. Et puis, en fonction des projets qu'on mène, on a eu, par exemple, pendant 2 ans, une activité très, très importante avec la ville, quand on a participé à l'évaluation de la ville en transition. L'année dernière, un peu moins. Voilà, donc, en fonction des sollicitations aussi externes, il va y avoir des années où on va avoir beaucoup de choses, beaucoup de projets, où on va avoir une activité trépidante et d'autres où on en aura moins. Donc ça, c'est normal. En fait, ça fait partie de... Il y a une planification qui doit être faite et il faut prendre le temps de faire ça. Voilà. Donc le développement durable, on en fait après les cours. Il faut trouver déjà le temps de réunir les éco-délégués. Donc c'est quand ce temps? Est-ce que c'est à la pause méridienne? Parfois, on les prend sur des temps de cours. On les prend le soir, donc il faut qu'ils restent. Voilà, donc c'est compliqué. C'est pas un temps qui est prévu par les textes, enfin par l'emploi du temps. C'est en plus. Donc c'est pour ça que c'est vraiment de l'engagement. C'est pareil pour les chefs d'établissement. Ils ont un comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté, et il faut en plus mettre en place des comités de pilotage avec les éco-délégués. Donc on en a eu fait à plusieurs établissements,
puisqu'on est dans une démarche de labellisation de territoire. Mais cette année, on n'a pas encore trouvé le temps de mettre en place cela. Donc, il faut l'accepter. Je pense qu'on fait ce que l'on peut. Il faut rester positif. On va organiser le 22 mai une rencontre de territoire. Voilà, donc c'est notre objectif de l'année. Mais le fait qu'on fasse pas tous les ans des choses extraordinaires, il faut l'accepter. Ça fait partie de la réalité de terrain, j'ai envie de dire. Ouais, c'est intéressant cette idée qu'effectivement, chaque année est différente. Finalement, on repart pas à zéro, mais quand même, on a des choses à recréer avec de nouveaux éco-délégués. Ça pose donc quand même cette question des moyens, moyens en temps, moyens humains, moyens aussi en espace. Est-ce qu'il y a, Evelyne Bois, on peut dire, je sais pas, une organisation un peu type qui permettrait, qui serait un peu optimale, ou qui permettrait aux éco-délégués de bien fonctionner. Moi, je sais qu'on m'avait donné l'exemple d'un établissement où il y avait un lieu dédié aux éco-délégués au CDI. Ça, c'est quelque chose qui peut aider aussi, s'il y a des temps et des lieux dédiés. Oui, certainement. Il y a certainement moyen d'optimiser le dispositif, effectivement, en permettant des rencontres régulières. Mais comme disait Sandrine, à part le temps de midi, après les cours, pendant les cours, c'est rapidement compliqué. Et donc vraiment, ça fait partie des choses qui, effectivement, sont pas indiquées, donc sont pas indiquées dans les textes. Il n'y a pas de prescription par rapport à ça. Il y a des missions pour les éco-délégués, mais qu'est-ce qu'on met en place pour eux pour que ce soit finalement réalisable, réaliste, et puis que ça n'empiète pas tout le temps sur les cours, puisque c'est pas non plus l'objectif. Ça pourrait être un frein énorme du côté des parents également, ce genre de prise de position, de se dire c'est que pendant les cours. Donc, chaque établissement s'adapte, je pense, fait ce qu'il peut. Et donc, comme dit Sandrine, restons modestes et avançons. Alors, on va poser la question à Laure. Comment ça se passe, l'organisation ? C'est sur quel temps que vous travaillez, vous ? Dans mon collège, c'est tous les jeudis, enfin un jeudi sur deux. On se réunit dans la salle de permanence et on discute des projets pour l'année, de ce qu'on a envie de faire. Après, pour les énormes projets où on doit venir à beaucoup, c'est pendant les heures de cours. Mais la plupart du temps, c'est sur la pause méridienne. Avec le référent toujours ? Ou des fois, vous êtes seul aussi pour travailler ? Il arrive qu'on soit seul des fois quand la CPE n'est pas disponible, mais elle vient souvent nous aider. Je vous propose qu'on reste dans la parole aux éco-délégués et qu'on écoute une autre interview tirée d'une vidéo Canotech, les éco-délégués vers un engagement citoyen. Vous allez entendre 2 anciens élèves éco-délégués en lycée et voici ce qu'ils répondent quand on leur demande ce qu'ils conseilleraient pour mettre en œuvre l'instance des éco-délégués. Pour moi, les enseignants, ils doivent faire des éco-délégués une instance autonome avec une certaine flexibilité, pour qu'ils puissent travailler en toute autonomie et pas qu'ils aient tout de suite les limites du financement ou les limites de la logistique finalement qu'encadre un projet. Et pour avoir testé ce modèle avec des CPE qui nous laissaient en autonomie dans nos réunions, donc on était seuls, sans adultes, certains libéraient la parole finalement, ils avaient plus confiance en eux pour s'exprimer dans le cadre d'un projet. Et au-delà de ça, on a pu proposer des projets sans tout de suite avoir la limite votre projet là, il est trop cher, donc il sera infaisable. Et le fait qu'on ait cette barrière qu'on retrouve plus tard, en fait, finalement, on trouve des solutions. Donc, c'est un modèle assez intéressant que je pourrais conseiller aux enseignants, avec évidemment quand même un accompagnement pour la réservation des salles, pour quand même la structuration même du projet. Mais c'est vrai que nous, on faisait plutôt une partie travail au sein de l'instance éco-déléguée et plutôt une partie logistique sur le financement et l'organisation du projet au sein du conseil de vie lycéenne, qui est lui encadré par des CPE et des membres de la direction. Sandrine Aussour, on entend le fil du rasoir entre besoin d'autonomie de ces élèves et d'accompagnement forcément par les adultes. Vous parlez d'une mini-société au sein de l'établissement. Comment est-ce qu'on peut intégrer l'ensemble de la communauté éducative dans ces projets-là ? En ayant des moments où l'ensemble de la communauté participe. Par exemple, on a fait une journée non-harcèlement
où les élèves ambassadeurs phares ont participé. Donc, il y a les 5e, 6e, 5e, 4e qui ont fait les symboles N à H dans la cour. Les 3e ont chanté une chanson au piano. Et puis, les ambassadeurs phares étaient passés dans chaque classe habillés en vert pour présenter les mesures contre le harcèlement. Il y a un harcélomètre qui a été installé dans chaque classe et un stylo avec non-harcèlement a été distribué à tous les élèves. Je pense qu'il y a des moments où on peut faire des actions d'établissement, même si on en fait une par an. Voilà, donc c'est un exemple intégré en fonction des actions qu'on fait, certaines qui soient au niveau de l'établissement. Oui, Evelyne. Je voulais rajouter que au niveau de l'établissement, en fait, si on veut que ça fonctionne, il y a aussi il faut effectivement intégrer toute l'équipe éducative finalement, hein. Chef établissement, mais même les gestionnaires, ça concerne tout le monde. Le développement durable et les projets proposés par les élèves et éco-délégués, eh bien, ils peuvent rayonner au niveau de l'établissement complet. Et c'est ça finalement, ce vers quoi, c'est l'optimum finalement, hein, c'est ce vers quoi on voudrait tendre. Et pour rebondir sur ce qu'a dit l'éco-délégué tout à l'heure, finalement les jeunes interrogés qui se sentent libres et à qui on fait confiance entretiennent un fort sentiment du pouvoir agir. Ça, c'est très important et c'est ce qui transparaît finalement dans les propos là que vous avez présentés. C'est pas de moi ce que je viens de vous lire, c'est de chercheuses québécoises et qui travaillent pas sur les éco-délégués, mais ça fonctionne également. Oui, on retrouve bien sûr les problématiques de la démocratie scolaire de manière générale et de la parole et du pouvoir d'agir que peuvent avoir les élèves dans un établissement. Sandrine Aussour, il y a aussi, on a parlé de ce que ça a apporté aux élèves, de ce que ça peut apporter à l'établissement. Il y a aussi ce que ça apporte aux enseignants qui le font. Est-ce que vous auriez un petit mot à dire pour donner envie à d'autres référents, à d'autres enseignants de se lancer en tant que référent, par exemple? Ça apporte de la joie, en fait, aussi un contact privilégié avec les élèves. On partage des vraies valeurs et puis on tisse des relations particulières avec eux. C'est des moments de partage quand on échange avec d'autres établissements aussi. C'est des moments humains forts. C'est quelque chose à vivre. Et Evelyne Bois, en interrogeant certains enseignants référents EDD, vous nous avez dit que, et comme le dit Madame Aussour à ce moment même, ça leur permet de s'épanouir et certains ont même changé leur pratique de classe d'une manière plus générale. Donc il y a quand même un impact profond quand on s'engage dans cette voie. Alors les référents, ils ne sont pas toujours enseignants. Il y en a un certain nombre, mais ils peuvent être CPE également. Oui, il y a un impact. Ils changent leur pratique, ils changent leur regard sur les élèves. Ils voient leurs élèves différemment. Ils se rendent compte que leurs élèves, ils ont encore plus de potentiel que ce qu'ils ne croyaient. Donc, ça transforme tout le monde finalement, ce dispositif. Les élèves et également les enseignants et également les CPE et également un établissement. Mais pour ça, il faut que ça fonctionne. C'est vraiment un ensemble qui doit fonctionner ensemble pour que ça rayonne au sein de l'établissement, que ça transforme un certain nombre d'acteurs au sein de cet établissement. Puis ça peut aller au-delà. Sandrine nous parle que ça marche au niveau du territoire, au niveau de la ville. Alors, on espère que, avec les différents exemples et puis ces éléments d'analyse que vous nous avez donnés, Evelyne, on espère qu'on aura servi aussi d'inspiration dans cet épisode. Et c'est le dernier temps qu'on vous propose. On vous a demandé, Evelyne et Sandrine, de préparer une petite inspiration. Et je vous demande, Sandrine, de nous donner votre inspiration. Moi, mon inspiration, c'est le lancement du rapport mondial sur le bonheur et pour l'apprentissage de l'UNESCO. Voilà, donc les élèves heureux en bonne santé apprennent mieux. Le bonheur, c'est pas quelque chose d'individuel, mais c'est quelque chose qui est de l'ordre de la communauté scolaire, quelque chose de non cognitif. Et la joie de se découvrir capable d'être au service d'un collectif, de pouvoir agir positivement sur son environnement,
l'école du faire, c'est quelque chose d'important, un élève heureux, un élève épanoui. Voilà. Donc, c'est le message que j'ai envie de transmettre. Merci beaucoup Sandrine. Evelyne? Alors moi, j'ai envie de transmettre les écrits de Lucie Sauvé, chercheuse en éducation relative à l'environnement québécoise, sur l'éco-citoyenneté particulièrement. Elle parle de 2 approches différentes de l'éco-citoyenneté. Une responsabilité de surface qui correspond aux bonnes pratiques, aux bons gestes, à l'écocivisme, avec une vision très normative de l'éco-citoyenneté. Et puis une deuxième approche, une responsabilité intégrale vis-à-vis de tous les êtres vivants et des systèmes de vie, ce qui implique une réflexion critique, un pouvoir d'agir et la participation à la vie démocratique. C'est très inspirant comme écrit. Voilà, donc c'est ce que j'avais envie de partager. Donc, ça serait plutôt vers cette deuxième définition qu'on aimerait tendre, même si ça paraît quand même assez exigeant. Je voulais aussi ajouter, alors de temps en temps, je mets mon grain de sel, j'ajoute ma petite inspiration à moi. Je vais être un petit peu corporate, mais en fait, vous avez parlé d'échanges, vous avez parlé d'échanges de pratiques, en fait, entre les enseignants. Ça peut aussi être une façon de se former et de progresser. Et je voulais vous signaler que sur Canotech, il y a quasiment tous les mois des ateliers d'échange de pratiques avec des sujets différents. Ça peut être les élections des éco-délégués, la méthodologie de projet. Donc le prochain, c'est mercredi 26 mars 2025. Donc des actions concrètes avec les éco-délégués dans les établissements. Et donc vous pouvez aller regarder sur Canotech, vous inscrire à ces ateliers de partage. C'est l'occasion de discuter avec d'autres enseignants sur ce qu'ils font. On vous remercie. Je laisse Régis faire la conclusion. Alors, difficile de faire un mot de la fin avec les belles inspirations que vous avez partagées. Ça ressemblait tellement à un mot de la fin, mais on va retenir quelques éléments. Évidemment, les éco-délégués, ils sont loin d'être limités aux éco-gestes. Il faut largement dépasser ça. C'est la notion d'action intégrale dont vous nous parliez, Evelyne Bois, en toute fin d'émission. Et moi, j'ai envie de me placer un petit néologisme, Hélène, l'empouvoirment. Qui ressort de tout ça, ce mot d'Alain Damasio. Voilà, donner du pouvoir aux élèves et aux enseignants pour aller plus loin sur ces questions d'éducation au développement durable et d'ODD, l'empouvoirment. Merci beaucoup Evelyne Bois et Sandrine Aussour et Laure d'avoir participé à cet épisode. Merci à vous. Merci à vous et merci à Laure qu'on a prise un peu au dépourvu et qui a relevé le défi. Elle a été parfaite. C'était Éco-délégués, donnons-leur le pouvoir d'agir, préparé et animé par Hélène Audard et Régis Forgione. Réalisation Simon Gattegno. Coordination de production Luc Taramini, Hervé Thury et Magali Devance. Directrice de publication Marie-Caroline Missire. Suivez-nous sur extraclasse.réseau-canopé.fr ou sur votre plateforme de podcast préférée pour écouter tous les épisodes dès leur sortie. Une production Réseau Canopé 2025. On a eu la chance d'avoir une éco-déléguée, c'est vraiment le gâteau sur la cerise, donc c'est vraiment parfait, quoi. Extra classe.